Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, son représentant, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les ministres, Monsieur le Président du CESC, CESEC, Mesdames et Messieurs les responsables des services de l'État et du pays, je vois les représentants du palais de justice, les représentants de l'armée, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Madame la Secrétaire générale de notre institution, chers amis du public de la presse, chers internautes et téléspectateurs, et bien entendu, chers collègues de notre Assemblée, Mesdames et Messieurs les élus de l'Assemblée de Mahunui, Yorana Mawa Manawa Iruto Iterofato Tatoatua, Itefare Apurarhei no Mahunui. Avant de prononcer mon allocution, permettez-moi, au nom de l'ensemble des membres de notre Assemblée, d'adresser un message de soutien et de réconfort à l'attention du président du groupe Tapurahui Atira. Nous demandons en effet à cette occasion aux membres de son groupe de bien vouloir lui adresser tous nos vœux de prompt rétablissement et un retour rapide parmi nous. Mesdames et Messieurs, cette première séance inaugurale de notre session budgétaire m'accorde l'opportunité de m'exprimer officiellement dans ma fonction de président de la seconde institution politique, la principale, de Mahunui, sur un certain nombre de points intéressant directement ou indirectement à travers l'action du pouvoir législatif local, nos électeurs, notre peuple, ceux qui nous ont fait confiance, ceux qui nous ont permis de siéger aujourd'hui. Le gouvernement et son président ont eu l'occasion de s'exprimer en public sur la période des 100 jours de son activité depuis son investiture officielle, il y a déjà près de 3 mois. À cet égard, et depuis le démarrage de notre nouvelle mandature, l'Assemblée de Mahunui a mis toute son énergie et sa disponibilité pour accomplir ses missions législatives, bien sûr, et réglementaires, au soutien des projets de texte qui lui a été soumis par le gouvernement de Mahunui. L'exercice des 100 jours est un point focal ayant permis de révéler l'adéquation et l'efficacité de l'action gouvernementale. Du côté de Tarahui, notre tâche a été de raffermir les liens entre nos deux institutions et d'encadrer efficacement l'ensemble des nouveaux élus dans leurs nouvelles prérogatives législatives et de manière plus spécifique dans leur prise de décision. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, avec confiance, je peux affirmer au nom des élus de la majorité et très probablement au nom de celles et ceux de la minorité que du côté de Tarahui, nous sommes fin prêts à délibérer, à légiférer, à enrichir vos projets de texte et de manière générale à relayer en bonne intelligence vos actions sur le terrain. Je puis vous assurer d'ores et déjà qu'une première série de propositions de textes issues de l'initiative citoyenne de nos représentants est déjà prête à être examinée et qu'avec l'ouverture de la présente session, les élus de Tarahui sont fin prêts pour se confronter à la matière financière et budgétaire. Au-delà de ces précisions, j'ai également prévu de doter notre Assemblée d'une feuille de route très ambitieuse pour ce mandat. En effet, je vais ouvrir le débat par rapport à la nécessité d'une révision efficace et pratique de notre règlement intérieur. En effet, notre institution verra son propre règlement intérieur modifié très prochainement avec 2 mesures phares que j'ai souhaité évoquer à l'occasion. Il s'agit pour commencer de la création d'une nouvelle commission ad hoc spéciale
en matière de décolonisation. Composé d'élus de la majorité et de la minorité et présidé pour l'entièreté du mandat par le président de notre institution. En collégialité, bien entendu, avec le président du gouvernement. Cette commission ad hoc, dont l'intitulé sera précisé très prochainement, permettra à l'Assemblée de Maui de pouvoir être directement partie prenante du dialogue multilatéral qui devrait s'établir prochainement, nous l'espérons du moins, sous l'égide des instances onusiennes entre notre collectivité et la puissance administrante. Cette problématique relative à la décolonisation de Maui est un sujet qui intéresse en premier chef notre nouvelle Assemblée. Pour rappel, notre pays a été réinscrit sur la liste onusienne le 17 mai 2013, notamment sur la base d'une résolution adoptée par notre Assemblée à la majorité absolue de ses élus en août 2011, alors même qu'il n'y avait à l'époque aucune commission interne créée pour la circonstance. À présent que notre majorité politique, celle issue des échéances électorales d'avril 2023, s'est montrée totalement favorable à la réinscription obtenue en mai 2013 et au processus de décolonisation enclenché depuis, il apparaît fondé et justifié de réajuster notre règlement intérieur pour créer un outil législatif adéquat afin d'appuyer l'action gouvernementale en ce sens. Dans la poursuite des modifications de notre règlement intérieur, il convient également d'évoquer l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des missions d'information et des commissions d'enquête. En effet, les principales modifications du règlement intérieur en la matière sont destinées à permettre une meilleure rationalisation des outils mis à la disposition des élus afin pour une meilleure maîtrise des coûts. En effet, pour permettre à ces missions et à ces commissions de fonctionner correctement, il faut d'abord voir combien de crédits nous allons pouvoir dédier à la demande, à la mission, à la commission. Par exemple, il est prévu de limiter la création de toute nouvelle mission d'information, ça c'est pour répondre à ce que je viens de dire, ou commission d'enquête, tant que celle en cours n'est toujours pas achevée officiellement. On n'aura pas donc une pléthore de commissions d'enquête ou de missions législatives qui vont fonctionner en même temps. D'ailleurs, bien que l'intention y est, tout le monde veut se lancer dans des missions d'information législative et dans des commissions d'enquête, malheureusement, c'est toujours sous réserve de la limite des crédits inscrits. Et pour partager les ardeurs et l'énergie de tout le monde, on va trouver des moyens pour séquencer cela de manière à rester dans les limites des crédits inscrits. Autre exemple, les crédits accordés par l'APF au transport nécessaire dans le cadre de ces missions d'information seront également limités au seul trajet intra-Polynésie. Les séjours à l'étranger ne seront plus financés en pareille matière. Parce que ça également, à l'observation, à l'examen, à l'analyse, nous nous sommes rendus compte que c'est relativement budgétivore dès qu'on s'éloigne du territoire de la Polynésie française. Enfin, il sera prévu d'assurer un véritable suivi des préconisations et recommandations de ces missions d'information et de ces commissions d'enquête. Il ne faut pas effectivement mettre en place une mission pour une mission, une commission d'enquête pour une commission d'enquête. Il faut également que les préconisations puissent être suivies dans un contrôle adéquat, postérieur bien entendu, au rendu du rapport. Bien entendu, les modifications du RI, du règlement intérieur que je viens d'évoquer, seront examinées au cours de cette session. Pas la session d'avril prochain, au cours de cette session, notre session budgétaire, qui est limitée dans sa durée à 90 jours.
Le deuxième point que je voulais évoquer devant vous, dans le cadre de mon intervention, concerne la redynamisation de la commission d'évaluation des politiques publiques, la fameuse CEPP. Dans le prolongement du renforcement de l'action parlementaire de notre institution, il est proposé de redynamiser la commission d'évaluation des politiques publiques, CEPP, sous ma présidence, en prévoyant une fréquence d'évaluation annuelle de nos politiques sectorielles dont le sujet sera déterminé en concertation avec ses membres. Je pense notamment à la politique publique sectorielle relative à l'activité touristique en Polynésie, enjeu majeur du développement économique de Mahouinui, ou celle relative à l'environnement, dans le cadre du dérèglement climatique qui prévaut actuellement dans les quatre coins de notre planète, ou encore à celle relative à notre politique fiscale qui nous interpelle, qui nous interroge et quelquefois qui nous fascine. L'idée générale est de redonner de l'énergie et de l'utilité à cette commission de manière à donner un sens innovateur à votre mission, à vous, élus du peuple, qui avez en charge le contrôle de l'action du gouvernement. Notre contrôle doit s'installer toujours a posteriori. Malgré l'entorse de la commission de contrôle budgétaire et financier qui installe ce contrôle a priori. Je suis convaincu qu'une telle synergie ne pourra engendrer qu'une meilleure qualité de l'action politique au service de notre peuple. Le troisième point que je souhaite évoquer devant vous concerne le rayonnement régional de notre institution à travers le groupe parlementaire des îles du Pacifique, le GPIP. Comme vous le savez tous, et ainsi que je l'avais mentionné dans mon allocution d'investiture le 19 mai écoulé, notre institution s'est fortement ouverte aux relations internationales et a su intensifier par la même occasion ses échanges avec les petits États insulaires du Pacifique, d'une part, en associant notre institution à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qu'on appelle l'APF, dans son acronyme, et d'autre part, en initiant la création du groupe parlementaire des îles du Pacifique, le GPIP à Papeete. Parce que c'est chez nous que cette structure est née. Elle n'est pas venue d'ailleurs, elle a démarré chez nous. Je dois vous informer que notre Assemblée cofondatrice du groupe en assure historiquement le secrétariat permanent avec rigueur et efficacité. Je tiens pour cela à saluer l'excellent travail réalisé au service du GPIP par le secrétariat général de notre institution, représenté par Mme Jeanne Santini et toute son équipe, Maruru Moitei, Itoto Faititor Aite, Turur Aite, Tapur Oita. J'ai pu récemment mener 2 missions officielles de notre Assemblée à Tbilissi, c'est en Géorgie, en Europe, enfin pas tout à fait l'Europe encore, mais presque, en tant que vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour la région Asie-Pacifique, parce que mon prédécesseur a pu être installé en tant que vice-président de la francophonie pour la région Asie-Pacifique, et donc lui ayant succédé, c'est en ès-qualité que j'ai assisté à cette rencontre qui s'est tenue à Tbilissi, d'une part, et à Nuku'alofa, royaume des Tonga, en tant que membre cofondateur du groupe parlementaire des îles du Pacifique, le GPIP, accompagné de hauts cadres de notre administration. Alors, ces 2 premières missions m'ont permis d'appréhender par moi-même toute l'ampleur du travail précédemment accompli par mes 2 prédécesseurs. Je citerai M. Jackie Droulet, qui a été fondateur de cette instance, et M. Gaston Thompson, au service du rayonnement d'une diplomatie législative ou parlementaire, distincte mais tellement complémentaire de celle qu'exercent nos gouvernements et pouvoirs exécutifs dans la région Pacifique, dans les instances qui les concernent. Non seulement les assemblées législatives ou délibérantes des petits États insulaires et des collectivités françaises d'outre-mer dans le Pacifique travaillent et légifèrent
sur des problématiques régionales communes. Je vais citer le réchauffement climatique. On peut citer également les maladies non transmissibles, la sécurité dans notre région, etc. Et ont quelquefois des messages politiques plus directs à exprimer régionalement. Mais les voix de celles-ci peuvent venir en renfort à ceux exprimés par leur gouvernement ou pouvoirs exécutifs locaux respectifs. Donc, pour vous caricaturer la situation, il y a des instances internationales. Une partie donc concerne l'exécutif, représenté par les premiers ministres, les présidents de la République, les présidents comme le nôtre. Et puis, il y a une nouvelle instance qui s'est créée, le GPIP, avec des associations également de parlementaires, qui représentent à ce moment-là la voix des élus du peuple, puisque nous sommes l'émanation du peuple. Donc, il est intéressant de nous retrouver dans ces structures, dans ces instances, pour pouvoir échanger. Et on verra par moments que les approches ne sont pas différentes, mais sont complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est nécessaire que ces deux instances qui sont totalement, pas divergentes, mais séparées, puissent pouvoir mener de concert leurs actions de réflexion afin de permettre à notre humanité de pouvoir avancer devant les difficultés que notre humanité rencontre aujourd'hui. Ce travail diplomatique est d'autant plus indispensable lorsque, comme pour Mao Nui, le concept du colonialisme par consentement, dont s'est historiquement accommodée la classe politique inféodée, n'est ni plus ni moins que du colonialisme. Nous en discutons beaucoup dans ces instances parce que, bien entendu, il n'y a qu'une minorité qui assiste sans être revêtue du statut d'État souverain, c'est-à-dire nous. Donc nous avons des éléments de langage qui ne peuvent pas correspondre tout à fait aux éléments de langage utilisés par ces instances souveraines, bien que parlementaires, dans ces structures, dont celle du GPIP que je viens de citer. Alors, il y a d'autres regroupements également parlementaires qui existent dans le monde, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui sied au niveau du Pacifique, la zone Pacifique. Nous allons, au détour d'une décision qui a été prise à Nuku'alofa, étendre sa sphère d'influence à la région Pacifique Nord, puisque Palau a accepté d'accueillir pour le prochain GPIP la réunion des parlements donc, qui y sont membres. Donc Palau, c'est pas loin de Guam, c'est tout à fait dans l'autre partie au-dessus de l'équateur. Et donc là, c'est intéressant de pouvoir également capter l'ensemble des parlements qui existent dans cette région pour pouvoir véritablement avoir une réflexion qui soit désormais commune à tous les pays de notre région, celle du Pacifique Sud et les petits pays du Pacifique Nord. Un expert onusien qui a œuvré auprès de la présidence du comité spécial de décolonisation de l'ONU pendant plusieurs années et qui continue de conseiller le club très fermé des anciens présidents de l'Assemblée générale des Nations unies, avait déclaré il y a 4 ans de cela, lors d'une allocution publique, que le colonialisme par consentement n'est ni plus ni moins que du colonialisme. Il voulait dire par là qu'à force d'habitude, on oublie notre véritable identité. On se confond à l'identité importée et on se pose des questions de savoir, on devrait se poser des questions de savoir si là est réellement le reflet de notre identité. Et c'est la raison pour laquelle il évoquait le sujet en évoquant le fait que le colonialisme par consentement, c'est-à-dire par oubli de notre identité, n'est ni plus ni moins que du colonialisme.
Avec mon cabinet et l'aide précieuse des services de notre Assemblée, soyez assurés que nous veillerons à stimuler davantage le rayonnement de cette nouvelle forme de diplomatie parlementaire. Le quatrième point que je voulais évoquer avec vous concerne la Journée des Nations Unies, fixée au 24 octobre. Dans le strict prolongement de ce que je viens d'évoquer, j'ai tenu à amplifier le rôle pédagogique de l'Assemblée de Maui en faveur du processus de décolonisation. C'est un processus. Ce n'est pas une décision unilatérale, c'est un processus de décolonisation de notre pays auprès de l'ONU en organisant pour la toute première fois dans l'histoire de notre FENUA la célébration de la Journée internationale des Nations Unies et la levée, bien entendu, subséquente du drapeau officiel onusien dans l'ensemble de notre institution, de nos institutions. Cet événement officiel sous l'égide de notre institution est programmé pour le 24 octobre prochain. Et je saisis cette opportunité pour inviter officiellement le représentant de l'État, Monsieur le Haut-Commissaire de la République, à nous faire l'honneur de s'y associer. J'invite bien évidemment le gouvernement de Maui et en premier lieu Monsieur le Président, de même que Monsieur le Président du CESEC, à se joindre à cet événement afin de procéder à la levée simultanée des couleurs onusiennes le 24 octobre 2023 sur nos 3 institutions afin de célébrer de concert la Journée mondiale de l'ONU dont la charte a été signée le 24 octobre 1945. Quelle belle image d'unité cette action symboliserait. Cette journée internationale sera non seulement une célébration dans le FENUA, mettant à l'honneur les Nations Unies, mais elle sera aussi, toujours dans l'effort de pédagogie institutionnelle à l'adresse de nos élus et de notre peuple, l'occasion d'échanger à la faveur d'une matinée de conférences publiques donnée par des personnalités expertes en matière de décolonisation sur la genèse et les enjeux de la réinscription de Maui sur la liste onusienne jusqu'à son aboutissement lors de l'acte d'autodétermination. Le 5e point de mon intervention va concerner la suppression du jour férié du 29 juin et l'ajout du 1er septembre. Je vous l'avais annoncé, je l'avais annoncé devant la stèle et je le réaffirme solennellement devant vous dans cette allocution. Dans le droit fil de cette pédagogie institutionnelle, en alignement avec la vision politique de la nouvelle majorité en place, il sera procédé à la suppression du 29 juin et en tant que jour férié est proposé à son remplacement par celui du 1er septembre, date de l'indépendance de l'Église évangélique de Polynésie française, renommée Église protestante Maori, prononcée le 1er septembre 1963. La date du 29 juin 1880 est en effet une date sombre dans l'histoire de notre territoire. C'est celle de l'annexion du royaume de Tahiti et de ses dépendances, dirigées par la dynastie Pomaré, au royaume de France, gouverné alors par le roi Louis-Philippe. Cette date du 29 juin a ensuite été érigée en jour férié destiné à l'organisation d'une fête officielle polynésienne consacrant la pseudo-autonomie de la Polynésie française à partir du statut d'autonomie interne de 1984. Cette approche sémantique de l'autonomie au sens de la Constitution de la République française est et reste une source de discorde institutionnelle profonde. Si l'on s'en tient au terme de la résolution consensuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 17 mai 2013, qui stipule qu'au regard du droit international, le concept d'autonomie évoqué
par les défenseurs de la vision française n'est en rien celui auquel la Charte des Nations Unies fait référence et reconnaît à tous les territoires sous occupation coloniale depuis 1945 en vertu de son article 73. Ainsi, nous pensons que le maintien de la date du 29 juin comme célébration festive d'une autonomie désormais obsolète, sémantiquement, est de nature à entraver la bonne éducation politique de notre peuple. Il sera donc proposé la suppression de ce jour férié par les voies démocratiques de notre institution, bien entendu. Au terme de son tout récent synode, l'Église protestante Maori a rappelé au pouvoir public de Maui Nui l'inspiration qu'elle souhaite leur insuffler, depuis que cette confession religieuse a pris sa propre indépendance par rapport à la Société des missions évangéliques de Paris en septembre 1963. Le même synode a lancé un appel solennel pour qu'à l'instar du 5 mars, qui représente déjà la commémoration de l'arrivée de l'Évangile sur les rivages de Tahiti en 1797, la date du 1er septembre, date de sa prise d'indépendance précitée, soit déclarée jour férié dans tout Maui Nui. Ce n'est qu'un vœu. Nous travaillerons donc en ce sens, en concertation avec les partenaires sociaux, parce qu'il ne faut pas les ignorer, il faut les appeler à la discussion, à la concertation, à la réflexion, et ferons en sorte que le nombre de jours fériés préexistants ne soit pas déficitaire. L'approche consistant à remplacer le jour férié supprimé par un nouveau jour férié créé me semble être la solution la plus consensuelle. Enfin, le dernier point de mon intervention concerne les 2 nouveaux projets immobiliers de l'Assemblée de la Polynésie française. Il y en avait un dans mon discours d'introduction, à l'ouverture lors de mon investiture, et maintenant il y en a 2. Donc l'Assemblée est certes une institution où on légifère, mais elle est aussi une enceinte où l'on bâtit. En effet, en clôture de ma présente allocution, et parce que j'ai commencé par les fondations de notre Assemblée, en évoquant son règlement intérieur, j'ai plaisir à annoncer également, tout particulièrement à l'ensemble des élus de notre Assemblée, qui en seront les tout premiers concernés, 2 projets immobiliers structurants qui seront démarrés durant cette mandature. J'ai voulu en effet insuffler cette vision qui consiste à redonner à l'emplacement actuel de notre Assemblée son véritable cachet, lui rendre sa solennité originelle en l'alignant avec le caractère hautement historique et culturel de Taraheu. Taraheu, ce n'est pas n'importe où. C'est un site rempli d'histoire, de culture, d'événements historiques qui se sont passés ici. Je ne dirais pas qu'il faut sacraliser l'emprise, mais il faut quand même lui redonner ses véritables lettres de noblesse, et non pas faire en sorte que cette institution, au-delà du lieu où nous nous réunissons, soit simplement une institution administrative, délibérative ou collaborative. Alors comment ? En premier lieu, par le lancement d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment administratif en haut de l'avenue Puana-Opa, juste en face de la présidence, dont je remercie le président, destiné à déplacer la majeure partie de l'activité administrative collaborative de Taraheu vers ce nouveau bâtiment. Quand le peuple vient nous rencontrer, nous administrer, plutôt notre peuple vient à Taraheu, c'est pour rencontrer les élus. Ce n'est pas pour rencontrer les collaborateurs des élus. Et quand on regarde le nombre de collaborateurs dont les élus disposent à Taraheu, ils sont au double du nombre d'élus que nous sommes. Donc il faut, à un certain moment, trouver le moyen de séparer les genres. Donc en second lieu,
par la rénovation complète du bâtiment actuel de Tarahui, dans lequel nous nous trouvons ce matin, afin de l'agrandir significativement, de le moderniser pour en faire un lieu d'activité rayonnant, permettant de rendre l'édifice parlementaire capable notamment d'accueillir des événements publics de dimension régionale et internationale, à l'exemple des convention centers, dans le respect architectural de l'esprit des lieux. Mesdames et messieurs, il faut faire le pas. Il ne faut pas toujours en parler, réen parler. L'aiguille, la trotteuse de la montre, elle continue à tourner. Et le temps continue à défiler. Donc il faut agir. Et ce que je vous propose dans le cadre de mon intervention, ce sont des objectifs à atteindre. Donc, il y a un premier pas à mettre en œuvre, un deuxième, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à l'objectif. Et pour clôturer, je dirais que après l'immeuble administratif de Tétounin, rappelez-vous de Tétounin, de l'autre côté de la rue, initié sous ma mandature en 2004, pour séparer les genres. Parce que pour la petite histoire, lorsque j'ai pris mes fonctions de président pour la première fois de cette institution en 2004, je me suis rendu compte que le personnel institutionnel permanent était mélangé avec les élus de Tarahui, et puis ça faisait souvent pas vraiment bon ménage. On ne savait plus qui était l'agent permanent recruté, qui était l'élu, qui était le collaborateur de l'élu. Donc il y avait un mixte qui était tel qu'il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc c'est la raison pour laquelle en 2004 j'ai proposé de construire un immeuble, de séparer tout le personnel institutionnel permanent de Tarahui afin de permettre aux politiques de s'exprimer librement, sans contrainte et très ouvertement, sans pour autant venir pervertir, j'utilise le mot, le personnel permanent qui a ses missions, qui a ses obligations, c'est du personnel, des agents permanents de notre institution qui sont en service de tous les élus que nous sommes, dans le respect de la neutralité qui s'impose à eux de par leur statut d'agent public. Tra, marurumait ai to tatou, whaoromait ai whaorai te e mo mana, tra rā mo puhar a ta au hin arorai vovo mo i o tū, no te i tuha, tua tapapar ai tapura fufu a ta tatou e auraro, rutui te i eiva ahurumhana, ohipata tatou. Voilà, je termine donc mon discours en remerciant l'ensemble des élus d'avoir fait l'effort d'écouter ce discours. Et j'ai vu quelques-uns prendre note des points que j'ai évoqués, mais l'ensemble de ces sujets seront bien entendu abordés dans le détail au fur et à mesure de cette session budgétaire qui va devoir nous obliger d'être présents pendant 90 jours, pas physiquement, mais je veux dire la session va durer 90 jours et nous aurons l'occasion, bien entendu, de poursuivre dans le détail les différents éléments des points que j'ai évoqués lors de nos prochaines rencontres. Maruru Maitai.